Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans cet épisode de Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Alors, cette semaine, on a décidé de parler de Six Underground et c'est un peu une manière finalement de boucler la boucle sur notre podcast Capture Mag, l'épisode 25, dans lequel on faisait en fait un tour de piste sur la carrière de Michael Bay. On faisait l'exégèse de Michael Bay. L'exégèse des gros bras de Michael Bay. Et j'ai décidé en fait de faire cet épisode avec mon ami Julien Dupuis parce que c'est le seul qui, comme moi, en fait, voue un culte, en tout cas au sein de Capture Mag, au cinéma de Michael Bay. Donc cette fois, en fait, on prend le contrôle et on dit du bien pour de bon, quoi. Désolé Rafik, parce que voilà. Mais à dire du bien avec des pincettes, quand même. Avec des pincettes, c'est vrai, parce que c'est un film un petit peu particulier dans la carrière de Michael Bay. On le disait un petit peu la dernière fois dans l'épisode podcast, le grand podcast sur Capture Mag, on disait en gros que il y avait quand même beaucoup de remises en question à faire en fait pour Michael Bay au moment où il en était dans sa carrière, c'est-à-dire que là on finissait sur Transformers 5 qui était quand même un film assez moi je trouve assez médiocre et puis qui signait vraiment la fin de cette ère, quoi, ne serait-ce que par son bid au box-office en tout cas, voilà. Mais aussi je trouve par rapport aux limites de ce que Michael Bay peut vraiment apporter. Bon, ça se discute, surtout que tu peux très bien ringuer ça sur le précédent déjà Transformers, donc, oui mais tu peux, pour moi je pense que quoi. Tu peux larguer à la fin du premier, mais en voilà, réalité, mais enfin, en tout cas, tu sens que le bonhomme, et ça, on était, je pense, tout à fait d'accord là-dessus, est dans une impasse, si ce n'est artistique. Je pense qu'elle est, en fait, et c'est là où c'est intéressant peut-être Six Underground, je pense qu'elle est peut-être plus industrielle que artistique. C'est-à-dire que je pense que Michael Bay, il a des choses à faire, je pense qu'il a des choses à dire, je pense qu'il a encore envie de le faire en plus. Il y a beaucoup d'envie encore dans Six Underground, ça c'est indéniable, comme il y en a encore, mine de rien, dans le dernier Transformers, qui est pourtant un film que j'aime pas trop, quoi, mais tu sens qu'il y a de l'envie, quoi. Tu sens que le mec, ça le fait triper, notamment dans la séquence finale de Transformers. Je pense qu'il prend du plaisir quand même. Last Night, tu veux dire? De The Last Night, ouais. Mais ça c'est des capacités. Ça c'est des capacités aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Michael Bay, même si finalement peu de gens lui accordent vraiment, c'est un vrai cinéaste de cinéma d'action pur et dur, et c'est un vrai auteur. Et un auteur là-dedans, et surtout encore une fois avec une volonté de pousser le truc assez loin, quoi. Donc du coup, en fait, oui, tu te retrouves avec des scènes d'action parfois assez dingues encore une fois, mais à quel prix, quoi. Mais je pense que c'est encore une fois, c'est un problème je pense que c'est un problème d'industrie, c'est-à-dire que Michael Bay est né à une époque et a grandi, a pris son envol à une certaine époque du cinéma, et que cette époque, elle est quand même révolue. Et je pense que c'est pas un hasard si tu le retrouves aujourd'hui sur Netflix et que tu le retrouves pas sur un autre truc. C'est-à-dire que on en avait déjà beaucoup parlé en fait dans ce podcast-là, du côté bicéphale en fait de l'œuvre de Michael Bay depuis quelques années. C'est-à-dire que c'était un coup pour eux et un coup pour moi, quoi, manifestement. En tout cas, oui, c'est clairement dans les années 2010. Ouais. C'est ce qui se passait sur les 4 derniers films. C'est-à-dire qu'il faisait basiquement un Transformers pour la Paramount qui, en échange, lui permettait de faire Pen and Gain et 13 Hours. Ouais. Et en fait, dans Six Underground, tu as cette tentative que moi je trouve un peu avortée pour le coup, et c'est là où le film est assez décevant. Enfin, c'est une des problématiques du film, je trouve, de réconcilier les deux, c'est-à-dire de faire un film à grand budget qui a envie de dire quelque chose, en fait, qui a envie d'avoir une vision du monde et envie de dire c'est ma vision là en l'occurrence de la justice et de la façon dont ça on va en discuter s'appliquer. Parce que le truc c'est que moi j'ai l'impression que c'est un de ces films où il sert aussi d'exécutant, c'est-à-dire totalement. sur c'est bien le problème, et c'est un problème, ouais. Et alors pour recontextualiser un tout petit peu, c'est un film Netflix, oui. Mais c'est un très gros film Netflix. C'est même le deuxième plus gros budget de Netflix, après The Irishman. Mais The Irishman, c'est encore particulier puisque c'est un film sur lequel on a rajouté de l'argent au fur et à mesure de la prod, vraiment. Alors que là, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus contenu. C'est ce qui était annoncé au départ et c'est finalement ce qu'il y a là. C'est un très gros succès pour Netflix. C'est depuis qu'il est sorti en décembre dernier. Je crois qu'ils ont annoncé plus de 100 millions de téléchargements, de visionnage du film, quoi. Alors après, les chiffres qu'ils donnent sont un peu particuliers chez Netflix, donc c'est difficile de savoir ce que ça représente
représente exactement, quoi, mais eux en sont très très satisfaits. Je crois même que ça dépasse, en tout cas pas sur la longueur, mais en tout cas dans le lancement Bird Box, je crois. Enfin, c'est comme ça que s'appelait le film avec Sandra Bullock, ouais. Mais ce qui est assez étonnant d'ailleurs, hein, parce que c'est un film aussi qui n'a pas eu finalement de promo. C'est-à-dire que sur les autres Netflix, il y avait beaucoup, tu vois, de junkets où ils participaient à la course au prix et tout. Ils étaient dans des festivals et tout. Six Underground, il arrivait. Nous qui sommes à Paris, par exemple, on voyait souvent des affiches des 4x3, en fait, des gros trucs Netflix comme ça. Il n'y a pas eu d'affiche 4x3, à ma connaissance, de Six Underground. Non, alors bon, il est sorti pendant les grèves, donc on n'a peut-être pas fait trop attention, mais en toute honnêteté, il y a aussi, je pense, cette autre. Je sais même pas s'ils ont fait des junkets, tu vois. C'est presque le film parfait. Alors ça, je sais pas, mais c'est presque le film parfait pour Netflix parce qu'en fait, dans la logique d'algorithme, c'est-à-dire qu'en gros, tu as le nom de Michael Bay plus le nom de Ryan Reynolds, et du coup, en fait, tu as action. T'as comédie, blockbuster, ouais. Etc. Donc tous ces trucs concordent et c'est normal en fait. Ça ressort dans toutes les propositions, j'imagine en fait. Au-delà du fait qu'à mon sens il le pousse de toute façon quoi qu'il arrive en fait. Voilà. Après quand je dis en fait que la problématique du film c'est qu'il est exécutant, c'est que c'est pas tant qu'il tourne le film pour Ryan Reynolds. Il a déjà fait des films pour les stars. Michael Bay surtout au début de sa carrière, notamment je pense à il y a The Rock évidemment avec Sean Connery, mais il y a aussi Armageddon pour Bruce Willis. Mais je pense que c'est plus un film pour lui que tous les titres que tu viens de sortir. C'est-à-dire que je pense que tu peux envisager Armageddon ou tu peux envisager The Rock sans les stars que tu viens de citer. Je pense que Six Underground, c'est plus difficile de l'envisager sans Ryan Reynolds. Et pour une raison très simple aussi, c'est qu'en fait, il ramène son pool en fait, là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a son pool de scénaristes qui moi je trouve sont une des grosses arnaques de Hollywood de ces dernières années. Clairement. Et voilà, je me rappelle que c'était sur Deadpool, le premier Deadpool. Dans le générique en fait d'ouverture, il y avait un espèce de gag qui faisait passer, je crois, Tim Miller pour un crétin. Alors il y avait tout cet humour un peu méta, voilà. Et les deux héros affichés en fait c'était les scénaristes et pour moi c'est dans Deadpool le plus gros problème en fait du film, c'était déjà le scénario, c'est-à-dire cette espèce d'arnaque de soufflet. J'explique pourquoi j'en parle en fait très vite, où en gros en fait ça tourne autour d'une scène d'action d'ouverture spectaculaire et en fait on fait des flashbacks sur finalement ce qui se révèle être une intrigue complètement anémique, mais dont on te fait croire en fait qu'elle a une importance puisque ces elle est explosée dans son exposition. Voilà, c'est-à-dire et que ces flashbacks en fait te donnent l'impression de revenir sur quelque chose d'important, ce qui n'est pas fondamentalement le cas. Mais je crois que c'était en plus plus ou moins la structure de. Alors j'ai très peu de souvenirs de ce film de merde, mais c'était un peu la structure de Zombieland aussi qu'ils avaient écrit. Un peu moins quand même. C'était beaucoup plus linéaire. Mais en tout cas, la problématique, la raison pour laquelle, alors dans mon souvenir aussi, et j'ai pas vu la suite, mais la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'en fait, il réitère ce coup sur Six Underground. Et jusqu'au bout, enfin, voilà. C'est encore pire. Et Michael Bay étant Michael Bay, le budget étant le budget, effectivement, la scène d'action d'ouverture de Six Underground est beaucoup plus spectaculaire que celle de Deadpool, qui était déjà, moi, je trouve, plutôt pas mal foutu, en fait, hein, pour ce que c'est, quoi. Pour 2 ou 3 fois moins de pognon, hein, c'est ça. Certes, mais elle fonctionnait, en tout cas, clairement. Et il y avait des vrais money shots, ce qui est aussi le cas là de Six Underground. Et du coup, je pense que, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, la problématique de Michael Bay de manière générale, c'est son intérêt dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire que je pense que ça pourrait être un excellent réalisateur et il serait considéré comme tel s'il s'intéressait vraiment à la narration dans son cinéma, en fait. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose qui, à force en fait de rajouter des couches dans le projet qui s'accapare en général, il se perd complètement là-dedans. Il y a très peu de films finalement en fait qui sont hyper tenus. Même tu vois des films comme The Rock où on va dire qu'il suit plus ou moins le scénario, il se sent obligé de foutre sa grosse scène de poursuite au milieu de San Francisco qui est encore aujourd'hui, moi je trouve imbitable, même si j'aime beaucoup The Rock. Même chose avec les Transformers, on n'en parle même pas, quoi. Mais voilà. Et là, en fait, dans Six Underground, il pousse là aussi encore une fois les choses très loin. Je pense que clairement la scène d'ouverture, c'est sa scène d'action à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a conceptualisé. Il devait y avoir une vague trame sur ce qui se passe, tu vois. Et en fait, il l'a poussé énormément. C'est ce qu'on disait dans le podcast précédent. Il a sa War Room, ce qu'il appelle sa War Room, et en fait, il conceptualise ces scènes d'action dans tous les détails, en fait. Maintenant, le problème du film, c'est que je pense qu'il n'est pas particulièrement intéressé par ce qu'il raconte, quoi. C'est-à-dire que c'est là où j'ai du mal à croire que c'est automatiquement sa vision du monde, en fait. Moi, j'ai moins...
Enfin, moi, c'est pas tant qu'il soit intéressé ou pas, ou que ce soit mal raconté qui me gêne. Ce qui me gêne, en fait, c'est que ces deux scénaristes, leur problème pour moi, c'est que c'est des faux rebelles, ces types-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est des mecs qui vont, ils vont donner l'impression qu'ils ruent dans les brancards alors qu'ils sont dans une norme complète. Et alors, ce qui pose problème dans cette posture-là, c'est que quand tu abordes certains sujets et quand tu traites de certaines problématiques, si tu vas pas jusqu'au bout, si tu n'assumes pas totalement ce que tu fais, eh ben, tu te retrouves confronté à des problématiques, presque, j'ai envie de dire, idéologiques, quoi. Ça peut sembler bizarre de se poser ces questions-là dans Six Underground, mais pourtant, moi, je trouve que c'est pertinent parce que ça rend les personnages assez... ça t'empêche de les rendre sympathiques. Alors, je m'explique. Hein. En gros, sans spoiler, parce qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais ils sont des espèces de justiciers, en fait, ces groupes de Six Underground. Anonymes, qui sillonnent la Terre pour, tuer, exécuter des puissants qui sont autrement intouchables par la loi, par la société, par la justice. Alors, pourquoi pas, hein. Bon, c'est pas l'idée du siècle, hein. C'est pas non plus une idée qui serait totalement absurde. Le truc, c'est comment tu le traites, ça. Et comment ça s'adapte à Michael Bay. Et ben justement, ça s'adapte pas et c'est pas traité, quoi. Et du coup, tu te retrouves avec ces personnages qui sont censés faire le bien, faire une bonne action, mais avec des dommages collatéraux de malade mental, parce que c'est Michael Bay. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là ? C'est-à-dire que d'un côté, ils essayent de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre le monsieur lambda, sauf qu'ils n'ont aucune éthique, en fait, parce qu'ils dézinguent une quantité au fil de leur aventure de personnes et de trucs qui sont aberrants. Et du coup, tu as un malaise là-dedans. Et ça, moi, je mets ça vraiment sur le compte de ces deux scénaristes, dans le sens où je pense ils ont des scrupules par rapport à leur côté un peu anard, pseudo-nihiliste, qui ne sont pas, hein, je pense, c'est des gros réacs, en fait, je pense, ces gars-là, qui fait qu'ils sont obligés de se donner des postures comme ça. C'est-à-dire que je pourrais comparer là-dessus Six Underground à Bad Boys 2. Pourquoi j'ai pas de problème avec Bad Boys 2 et pourquoi ça me pose problème dans Six Underground, c'est que je pense que dans Bad Boys 2, en fait, t'es dans un univers et t'es dans un code où finalement tu t'en fous. Je veux dire, les personnages de Bad Boys, ils sont au-delà de tout ça. En fait, tu n'as pas de scrupule, en fait, à être politiquement incorrect dans Bad Boys 2. Alors que là, je pense qu'avec ces deux scénaristes-là, et surtout avec Ryan Reynolds aux commandes, ils essayent, en fait, de justifier le fait que les personnages soient politiquement incorrects. On va les citer quand même, hein, c'est Paul Wernick et Rhett Reese. Oui, pardon. Ouais. Voilà, et juste, en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que parce qu'ils opposent une logique de morale, en fait, dans leur propre scénario, ce qu'il n'y a pas dans Bad Boys 2. Bad Boys 2, en fait, c'est un buddy movie lambda qui est complètement dégénéré. Ouais, puis qui a été hijacké, j'ai envie de dire, par Michael Bay, en fait. Hein. En gros, c'est ah bon, vous voulez de nouveau que je vous fasse un buddy movie, mais moi je vais faire ça, en fait. Et là, pour le coup, je trouve que c'est effectivement la vision de Michael Bay, qui est une vision alors on pourrait dire d'anard, mais pas tout à fait non plus quand même, mais en tout cas de gamin destructeur, en fait. Voilà, ça, voilà. Et de mecs déresponsabilisés, en fait. Tout ce qui compte, c'est le plaisir que tu as quand tu vois le film. Voilà. Et là, cette problématique-là, elle est là. Et moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles Michael Bay, finalement, est assez en retrait, en tout cas, sur le scénario, et ce qui est un problème. Enfin, ce qui est un problème, c'est étonnant de dire ça, parce qu'encore une fois, hein. C'est déplacé. Il y a un truc qui est déplacé dans ce projet-là, quoi. Voilà, c'est que, en gros, la logique de ce qu'on te présente comme des méchants, c'est une logique de cinéma d'action des années 2000, en fait. C'est-à-dire que, en gros, je pense que c'est plus tellement ça la problématique, en fait, d'avoir un pauvre dictateur quelque part dans un pays, je crois qu'en plus, si je dis pas de conneries, il est fictif. Oui, donc voilà, enfin, tu vois, les mecs ils se mouillent pas non plus, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est un problème, en fait, de se retrouver dans un truc où finalement on dénonce sans dénoncer, quoi. Quelque chose qui, en plus, si tu veux, est discutable, en fait, dans la logique des politiques, de la politique américaine. Parce que les mecs s'attaquent à un dictateur, mais c'est pas comme si, en fait, le gouvernement américain ne s'attaquait pas au dictateur non plus, tu vois. Enfin, même si les mecs, ils font des alliances et des choses comme ça, tu vois. Donc c'est là où tu te dis, mais en fait, on a vraiment besoin d'un groupe. Moi, je pense que le truc aussi du film, c'est que
J'ai l'impression qu'à la base, c'était vendu comme un espèce de Ocean's Eleven, en fait, léger. Un peu plus trash, peut-être. Voilà, peut-être plus trash, à mon avis, c'est trash à cause de Michael Bay et peut-être un petit peu de Ryan Reynolds. C'est-à-dire que, voilà, le truc de Ryan Reynolds, c'est qu'il se veut, et il l'est peut-être dans cette époque, il se veut comme un acteur subversif, tu vois. Mais en fait, il l'est par défaut, c'est-à-dire il l'est dans une époque où qui ne l'est pas, en fait, tout simplement, qui n'est pas subversif. Donc, oui, c'est du subversif light, quoi. Mais je pense que, encore une fois, et c'est la même chose avec ces scénaristes-là, tu ne peux pas, en fait, être subversif light. Non. C'est-à-dire que quand tu es subversif ou tu ne l'es pas. Et quand tu l'es sans l'être jusqu'au bout, et c'est encore une fois tout le problème, moi, je trouve qu'avec Six Underground, eh ben, tu te retrouves avec des contradictions, des personnages qui vont pas jusqu'au bout et tout. Et finalement, tu vois, Tim Miller dans Deadpool, je trouve qu'il avait réussi à casser ça. Et il avait réussi à le pousser jusqu'au bout. Mais je pense aussi parce que, pour le coup, Ryan Reynolds, il jouait son va-tout, en fait, sur ce film, sur Deadpool. Ouais. Et là, c'est pas le cas, en fait. Sur Six Underground, le mec, il est au top, quoi. Donc, donc il est intouchable, et voilà, quoi. Et alors, si on peut se retrouver sur le film, et s'il y a des choses quand même assez... oui, il faut être chouette, positif, parce que voilà, c'est un film super cool, quand même, quoi, malgré alors, tout. super cool. Moi je suis assez ambivalent sur le film, parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup. Mais déjà, il faut arriver à suivre Ryan Reynolds. C'est un gros problème pour moi. J'avais pas tant ce problème-là. Bon, par exemple, Martin Lawrence, c'est pas un très bon acteur, quoi. Mais en tout cas, il phagocyte pas le film à ce point-là quand il est dans les Bad Boys. Et puis, c'est l'humour de Ryan Reynolds, pas celui de Michael Bay. Il faut prévenir ça aussi. C'est ça aussi qui est problématique, quoi. Et voilà. Après... Voilà, t'as une scène d'action d'ouverture qui est complètement dantesque. Beaucoup de gens en ont parlé. Déjà, je pense sur les réseaux sociaux, pour le coup, c'est le truc qui ressort le plus. Qui, pour moi, en fait, est clairement l'œuvre de Michael Bay. Jusqu'au même dans les détails, en fait, que les gens reprochaient. C'est-à-dire que ça a été vendu là-dessus. Ils font des gags là-dessus, sur la couleur de la voiture qui est conduite par le personnage de Dave Franco. Mais en fait, pour moi, l'intérêt de la couleur de cette voiture, c'est qu'on arrive à la suivre sans problème. Et ça, mine de rien, que toutes les voitures qu'ils poursuivent sont noires. Voilà, ou blanches. Et en fait, du coup, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est encore quelque chose qu'on n'accorde pas à Michael Bay, en fait, c'est de se poser ces questions-là, en fait. Certes, au début de sa carrière, il pouvait avoir, on va dire, des scènes d'action assez brouillonnes et assez parfois difficiles à suivre, même si aujourd'hui, tout est relatif. Dans les années 90, c'était du hypercut. Aujourd'hui, c'est assez classique, quoi. Quand je parle de The Rock, par exemple, ou même Armageddon. Par contre, surtout dans les logiques de découpage, par contre, là, en fait, clairement, et depuis même je trouve depuis le premier Transformers, en fait, il y avait déjà ces espèces de motifs où il arrive, en fait, à maintenir l'intérêt et recentrer, en fait, l'action, quelles que soient les valeurs de plan qu'il fait, pour que tu arrives finalement à suivre ça de manière assez limpide, quoi. Ce qui est bordélique, c'est ce qui se passe dans sa tête à lui, parce que fondamentalement, en fait, ça n'arrête pas, en fait, cette scène. Alors moi, il y a un truc assez intéressant, je trouve, en fait, c'est la façon dont il utilise les doubleurs numériques pour les cascades, pour les victimes, en fait, des accidents. C'est-à-dire que c'est assez... c'est hyper viscéral, quand même. Viscéral et surprenant. Et en plus, ça a une espèce de logique, tu vois que ça, pour le coup, ça émane vraiment de lui, parce que tu as certains plans où tu vois, par exemple, une bagnole qui va s'ouvrir en deux et le conducteur, en fait, qui va gicler de la bagnole, en fait. Et ça, c'est un truc qu'il avait plus ou moins fait dans un Transformers, en fait. Si tu te rappelles, je crois que c'est dans Transformers 3. Oui, c'est le 3. T'as le personnage Shia LaBeouf qui se fait éjecter de la bagnole pour être récupéré par le Transformers et remis dans la bagnole. Et c'est une des scènes les plus marquantes de Transformers 3. L'effet est complètement dingue. La scène est complètement dingue. Et là, en fait, il te le refait plusieurs fois avec pas mal de choses, quoi. En fait, là où aussi elle est intéressante, cette scène-là, c'est que c'est une extension, en fait, de tout ce qu'il avait tenté stylistiquement et aussi techniquement sur Bad Boys 2 avec le travail de Rob Legato aux effets spéciaux. Et là, c'est ILM qui a fait une grosse partie, ILM et puis Base, qui est une société chinoise, mais qui sous-traite à ILM, en fait, qui ont fait une grosse partie, en fait, des effets spéciaux de Six Underground. Et il le pousse à son paroxysme. Mais moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est un mec qui est très attaché aux effets spéciaux physiques. Michael Bay, depuis tout le temps, il y en a plein. C'est hyper impressionnant. Je ferais revenir un peu là-dessus après, plus tard. Mais il y a énormément d'effets numériques, en fait, dans Six Underground. Et souvent utilisés à bon escient et surtout de façon hyper viscérale et hyper efficace. Et c'est un truc vraiment à surveiller, en fait, dans le film, et que je trouve très, très intéressant, en fait. Cette façon qu'il a justement de pousser les logiques, en fait, qu'il avait initiées il y a quelques années, en fait.
sur le film. Moi, il y a un autre truc aussi qui me fait plaisir. Bon, alors, évidemment, c'est un film qu'on voit sur Netflix, ça c'est hyper dommage et c'est hyper frustrant et tout, mais c'est, encore une fois, c'est du Michael Bay, et quand tu le replaces dans le contexte du blockbuster actuel, il y a des choses que tu ne vois plus, quoi. Et, je vais citer un exemple très particulier, c'est qu'il y a une référence à James Bond à un moment dans une scène de bar. Ryan Reynolds fait une référence à James Bond qui n'est pas la plus fine du siècle, mais bon. Et en fait, Ryan Reynolds n'est pas la personne la plus fine du siècle non pas plus. plus fine, effectivement, mais t'as ça en fait dans le film, mais t'as ça pour de vrai. C'est-à-dire que moi, c'est rare aujourd'hui un film qui me fait voyager. Tu voyages pour de vrai, quoi. Tu vas au Nouveau Louvre à Abu Dhabi. Quand t'es en Italie, t'es vraiment en Italie. Le mec, il a tourné Alors, dans pas tout le temps, mais non, mais par contre, t'as vraiment cette sensation d'être dans le centre d'Italie. Tu sens que ça a dû être une Florence, galère de bloquer ces quartiers-là, que ça a dû être une tannée logistique. C'est pareil quand tu es aux États-Unis. Enfin voilà, tu as vraiment cette sensation de variété en fait, de paysage et tout. C'est rare d'avoir ça aujourd'hui au cinéma, c'est super rare. Et tu as aussi un autre truc qui est assez inattendu pour moi chez Michael Bay, c'est que tu as Bojan Baseli à la lumière. Et Michael Bay n'est pas vraiment le genre de mec à s'encombrer de ce type de directeur de la photo. C'est-à-dire que Bojan Baseli, c'est un mec qui peut avoir un style qui correspond à Michael Bay. Là, pour le coup, c'est un style hyper Bay, mais un peu poussé, je trouve quand même. Peut-être encore plus coloré, plus riche aussi sur certains plans et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup la photo, elle est vraiment chouette, quoi. Mais Bojan Baseli, c'est un mec, c'est une notoriété que le mec, c'est un chieur pas possible. Oui, mais je pense que Michael Bay, c'est un chieur aussi. Mais c'est intéressant qu'il soit retrouvé là-dessus, quoi. Et le truc qui est assez étonnant, c'est surtout que, en fait, Michael Bay crée, entre guillemets, des chefs-op. C'est-à-dire que je pense à, par exemple, alors, il les crée. Tu les remarques chez Michael Bay, c'est ça que je veux dire. En tout cas, ouais. voilà, t'as, comment il s'appelle, si je dis pas de bêtises, John Schwartzman, c'est ça, sur ses premiers films, qu'on retrouve quasiment plus aujourd'hui. T'as Mauro Fiore, enfin des mecs comme ça qui finalement en fait sont utilisés pour faire du Michael Bay like en fait dans d'autres films derrière, quoi. Et du coup, c'est lui qui plus ou moins les définit un petit peu. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Bojan Baseli, c'est quand même une des stars des chefs-op depuis quand même les années 80 maintenant. Il a notamment tourné avec Ferrara. Enfin voilà. Gore Verbinski, beaucoup. Voilà. Et c'est quelqu'un qui peut s'adapter parfois à certains styles, mais en fait qui définissent aussi des trucs. Alors, par exemple, très clairement, alors. Rafik, notre ami Rafik a une théorie sur ça. Il avait sur Body Snatcher, notamment. Ça reste à vérifier, c'est une théorie. Mais ce qui est clair en tout cas, c'est que le style de Body Snatcher, qui est un film d'Abel Ferrara, donc des années 90, début des années 90, ça n'a rien à voir avec les autres films de Ferrara. Il a tout à voir avec ce que Bojan Baseli, par contre, pouvait faire à côté, quoi. C'est ça. Mais de toute façon, Bojan Baseli est un mec qui... moi, j'avais interviewé Gore Verbinski dessus, et puis l'acteur de A Cure for Life, dont le nom m'échappe. Mais il est connu pour ça. Ouais, ça doit être un truc du genre. Et en fait, il est connu pour ça. C'est-à-dire que le mec, il prend... les commandes en fait sur le truc, puis il pique des colères. Apparemment c'est un mec assez colérique et tout, quoi. Et puis il t'arrête en pleine prise parce qu'il dit son gros truc c'est de placer des petites feuilles de papier un peu partout pour refléter la lumière autour des comédiens, etc. Donc c'est une tannée en fait de bosser avec un mec comme ça, et c'est rare en fait que Michael Bay se plie. Je serais très curieux de connaître leur relation en fait sur le film et de savoir comment ils ont bossé ensemble, quoi. C'est intéressant, et en tout cas le résultat est vraiment l'auteur fait partie des grands plaisirs que tu as à voir Six Underground. Après, moi je trouve un des trucs aussi, là c'est pour continuer sur la logique qu'on n'a plus l'habitude de voir ça dans les blockbusters, c'est que pour aussi finalement traditionnel, même s'ils se veulent un petit peu frondeurs, que soient les Ryan Reynolds et ses scénaristes, le gore du film se pose quand même un peu là, quoi. C'est-à-dire, et avec des idées à la Michael Bay, c'est-à-dire la scène finale, la scène d'action finale avec l'aimant. Il te fait plein de petits trucs hyper, inventifs. Et en même temps complètement à la Michael Bay, c'est-à-dire complètement crapoteux, dégueulasse, et voilà. Et t'as notamment par exemple ce truc où il éjecte les personnages avec un super aimant, et du coup il se retrouve avec tous les couteaux de cuisine qui plantent des hommes de main, des trucs comme ça, quoi. Et c'est viscéral, exactement comme le début de la scène d'action d'ouverture, quoi. Donc t'as ce plaisir là qui est
probablement aussi possible parce que c'est Netflix en fait et qu'ils ne posent pas ce genre de questions sur. T'as plus la voilà. place en fait au cinéma aujourd'hui pour Voilà. ça. Même si moi je pense que ce film-là, il aurait pu marcher au cinéma s'il l'avait sorti en salle, on va dire Six Underground quoi. Mais peut-être pas à la mesure de ce que Netflix en tire finalement aujourd'hui, mais en tout cas dans l'immédiateté. Mais je pense que ça aurait pu cartonner. Après, moi, la question que je me pose, c'est où est-ce que va aller Michael Bay après ça, encore une fois, quoi. C'est-à-dire que Ça résout rien en fait, Six Underground. c'est ça, quoi. c'est dans sa carrière, il y a quand même un moment donné, à mon avis. T'as quand même un petit sentiment de redite en plus sur certaines bien scènes sûr, d'action. ouais. Tu te dis, bon bah voilà. Alors donc là, économiquement, au niveau du marché, il a peut-être trouvé une place. Moi, ça me désole parce qu'encore une fois, Michael Bay, c'est un mec que j'aime voir au cinéma. Et puis il pas faut. à la Enfin, je pense télé. que c'est quelqu'un, quoi qu'on en pense, encore une fois, Il fait du bien à la salle, hein, ça c'est Et sûr. puis Enfin, c'est- il redonne son sens à la salle. c'est quelqu'un de maniaque là-dessus. C'est-à-dire, il travaille dans ce sens-là, en fait. Il faut Oui, pas. il envoie des notes aux projectionnistes et tout. Hein, Michael Voilà. Bay, c'est Kubrick, quoi. Bref. C'est Bay Brick. Et c'est vrai que ça résout rien et que t'as l'impression qu'il y a quand même une problématique chez lui qui ne sait pas, qui reste en fait, qui reste en suspens et qui attend une solution. Et je sais pas d'où peut venir en fait cette solution aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi à des trucs comme ça que tu te rends compte à quel point le cinéma aujourd'hui actuel est malade, à quel point l'industrie est dans une mauvaise passe. Oui, quoi. puis si on réfléchit, t'as pas envie de le voir en fait sur un Marvel ou un truc comme ça. Ah On s'en non. fout complètement, quoi. C'est-à-dire que puis je pense que eux n'en veulent pas non plus. C'est aussi cette problématique-là, quoi. Mais ouais, c'est vraiment, ça serait. Alors, ça. Là, on est sur stéroïdes, hein, donc ça concerne les gens qui aiment le cinéma d'action. Donc j'ai du mal à croire quand même qu'ils ne s'intéressent pas aussi au cinéma de Michael Bay, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, on va dire. Ils sont quand même forcément curieux. Mais voilà, c'est une des figures émergentes du style, en fait, du genre, en fait, dont on parle. Donc oui, ce serait. Je pense que c'est vraiment. Là, c'est encore une fois, c'est presque un coup pour rien. Et encore une fois, on attend le tournant de sa carrière, quoi. Voilà. Mais un coup pour rien, plaisant. Voilà. Merci Julien. Bah merci Stéphane. Voilà, merci Alain Mercier. Merci à la À la technique, technique Thomas Capot. qui est là d'une discrétion incroyable quoi. Il Pourtant parle- il rigole beaucoup et tout, on n'a pas l'air. Il parle pas. Non, ouais. mais c'est un peu voilà. C'est notre premier public. Voilà, c'est ça. Et Heureusement qu'il est là. Ouais. Et merci à vous tous, de nous avoir Merci écoutés. Thomas évidemment. Merci Thomas Capot à la technique. Je l'ai déjà dit. Ah oui pardon. Ouais. Mais on ne remercie jamais assez Thomas. Et vous pouvez Capot. nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vais faire tarif de groupe. Donc Vas-y. vous savez ce que c'est. Vous tapez Capture Mag et en fait vous tapez à côté votre réseau social préféré et vous pouvez nous trouver donc Instagram, Facebook, machin, tout ça. Et surtout un jour, et je vais voir avec toi ça, Julien, maintenant. Il faudrait quand même faire une vidéo stéroïde sur Michael Bay, quoi. Ouais, c'est Tu vas vrai. t'y coller. Ouais, on verra. Allez. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.